Une Provence restée sauvage, une terre historique et surtout gourmande. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Alpilles. Situé dans les Bouches-du-Rhône, ce triangle d'or est délimité au nord par Avignon, à l'est par Salon de Provence et à l'ouest par Arles. Entre cités de caractère, villages à flanc de collines et champs d'oliviers, vous découvrirez une terre au patrimoine historique fascinant et à la gastronomie reconnue. Huile d'olive, fruits confits, truffes ou encore fruits et légumes gorgés de soleil serviront de cadre à une escapade provençale savoureuse, parsemée de rencontres hautes en couleurs, autant de passionnés pour une région au grand cœur et à l'accent provençal. Bienvenue à Avignon pour un nouvel épisode de votre émission À vos régions consacrée aux Alpilles. Je vous accueille sur le pont d'Avignon, plutôt ce qu'il en reste. Alors il date du XIIe siècle. Sur les 22 arches initiales, il n'en reste que 4. Bien sûr, il a un petit peu souffert au fil du temps, notamment des crues à répétition du Rhône. Alors bien sûr, aujourd'hui, des produits de la région, à commencer par l'agneau des Alpilles, préparé par la chef Fanny Rey, que vous connaissez. Elle a été notamment finaliste d'une grande émission de concours culinaire. Nous ferons également un détour par la ville d'Arles, aux côté du chef Jean-Luc Rabanel pour faire un tiramisu avec une petite inspiration provençale. Mais nous sommes à Avignon, on va commencer par le début avec le régional de l'étape, Christian Etienne, qui va nous faire une salade printanière, salade d'asperges avec des artichauts et à mon avis il nous reste encore quelques petites truffes pour commencer cette belle émission consacrée aux Alpilles. On y va, c'est du côté du Palais des Papes, c'est parti. Quelques centaines de mètres seulement me séparent du restaurant de Christian où j'ai rendez-vous. L'occasion pour moi de découvrir la vieille ville historique d'Avignon et surtout son joyau, la Cité des Papes, qui avec le célèbre pont fait d'Avignon une ville renommée dans le monde entier pour son patrimoine exceptionnel. Alors on arrive, place du Palais des Papes. Alors dès qu'on arrive bien sûr au pied des murailles et des remparts, on se rend compte de l'immensité de l'endroit. C'est le plus grand palais gothique au monde. Il date du XIVe siècle. Alors ici, 9 papes se sont succédés car pendant quasiment un siècle, ça a été le siège de la chrétienté occidentale et surtout 2 papes bâtisseurs, Benoît XII et Clément VI, qui ont voulu et édifié ce palais en seulement 20 ans, ce qui est extrêmement rapide. Et ce qui est très impressionnant, c'est l'état de conservation de ce palais des papes qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous maintenant, on a un chef qui nous attend, c'est l'entrée, on y va. Salut Christian. Hey, salut mon Greg, comment ça va? Ça va et toi? Mais ça va bien, ça va bien. Regarde là, à l'ombre du palais. Accolé au Palais des Papes. Voilà, plus belle construction gothique de la planète. 10 hectares au sol, je vous dis rien quand même. Ça, c'est magnifique. Tu l'aimes ton palais, toi? Ah ben oui, ben oui. Alors toi ici, ça fait 22 ans que tu as créé ce restaurant. Et tu as 27 années d'étoiles consécutives. Consécutives, il faut bien le dire. C'est peut-être le record de France, hein. Je ne sais pas, mais à vérifier. Je pense que je dois être dans les premiers toujours. Hein, donc toi, tu es avignonnais de naissance. Oui, né à Avignon, oui. Tu as fait ton apprentissage ici, après tu es parti faire le tour de France de tous les bons et grands chefs. Et tu es revenu ici et tu as créé plusieurs restaurants. J'ai envie d'être l'ambassadeur de la cuisine provençale ici dans ma région. Bon, c'est facile, hein, c'est facile à défendre la Provence. On regarde ce ciel, ce soleil. On a la mer qui est à 80 km, on a tous les maraîchers de Château-Renard, tout ça. Ici, l'île de la Barthelasse, où on a les petits épinards, les asperges qui poussent. On attaque les asperges? Allez, on y va. Allez, en cuisine. Donc, je vais te faire une petite salade d'asperges. D'accord. Asperges de chez nous, bien sûr, avec un petit peu de cébette et le pois gourmand, tu vas voir. Ça va être top. Et surtout, moi j'adore, c'est la salle. C'est vrai. Ça, c'est historique, hein? C'est historique. Ça, c'est le drapeau breton. Bah oui, c'est ça, on a les hermines. Alors, c'est pas très aligné, ça. Noir et argent, qui ont été peints pour le passage d'Anne de Bretagne. Anne de Bretagne, qui était la reine de France, devait venir en Avignon, mais elle n'est pas venue. Même les poutres sont peintes. Hein. Voilà. Avec les poutres, on retrouve les hermines, les fleurs de lys. D'accord. Symbole de la Bretagne et de la royauté. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va prendre quelques asperges. Tu veux m'aider, non? Je vais t'aider, ouais. Voilà, tu vas juste un peu les éplucher comme ça. Ouais. Juste, c'est frais, c'est tendre comme la rosée, ça, tu vois, c'est tout neuf. Pas d'instant. OK. Moi, je vais me les passer à la mandoline. Alors là, il faut faire très attention aux doigts.
Donc on part sur asperges. Asperges, artichaut. Artichaut poivrade, le petit violet, le petit violet de chez nous, là. Ça, c'est super. Voilà. Et on va les manger crus. On n'a pas trop l'habitude de manger les asperges crues. Pour que ce soit bon, il faut que ce soit fin. Alors après, le reste on le garde, bien sûr. Hein, on fait un petit velouté d'asperges. On fait une petite crème, comme ça, qu'on va manger en même temps que la salade. Il faut vraiment le faire avec la mandoline. Sinon, c'est pas assez fin et c'est moins bon. C'est encore ou pas? Non, c'est bon. C'est bon? C'est bon, voilà, c'est joli, ça. Là, on a fait comme des petites tagliatelles, vous savez, hyper fines, comme ça. Bon, Christian, voilà. asperges, c'est bon. Asperges, c'est bon. Donc, on va faire un petit violet. Il faut le tourner un peu. Hein, voilà, ça, c'est magnifique. Alors, la queue, on peut la garder pour en faire un petit potage. C'est toujours aussi bon. Hein. Donc, on tourne l'artichaut. Ça, c'est bon, classique. Hein, tout cru, hein? Oui, cru. Cru. Le petit violet, il est tendre. Vous pouvez y aller sans problème. Il est tendre comme la rosée, hein, pareil. Alors, ces feuilles-là, on peut les garder hein, pour faire un petit ragoût, un petit fricot, comme on dit chez nous. Là, on met du jus de citron pour éviter qu'ils ne noircissent. Absolument. Ça évite l'oxydation. Parfait. Et là, pareil. L'artichaut, c'est un peu plus dur. Ça sent bon tout de suite. C'est plus facile. Oui, ça a un parfum toujours très, très fin. Alors, c'est vraiment bien aussi. C'est là, comme ça. Après, une petite julienne de pois gourmand. Donc, tu vas les faire fin. Fin, bien craquant. Et là, le pois gourmand. C'est excellent, hein. Ça, on mélange tout ça. On va prendre un peu plus grand saladier pour qu'on soit un peu plus à l'aise hein, pour le mélanger, pour l'assaisonner. Donc là, on a terminé l'artichaut. Et on va prendre un peu de verre de cébette. Ça, c'est bon. Ça va rapporter ce petit côté ognacier. Voilà. Ça, c'est bon. Et en plus, encore un petit peu de couleur. Et un petit peu de couleur, bien sûr. Alors, je mets que le verre pour mélanger, là. Et puis le verre est toujours un peu plus fort. Il a plus de goût, ouais. Voilà. Faut pas en mettre de trop. Non. Comme de tout, hein. Point trop n'en faut. Voilà. Donc là, on a notre petite salade qui est prête. On va y mettre un petit jus de citron. Un peu. Là, vous avez une entrée. De fleurs de sel, obligé. De fleurs de sel. Un peu. De poivre du moulin, obligatoire aussi. Et on est généreux. Ah oui, le poivre, il faut. Moi, j'aime bien. Alors, essayez de la bouger le moins possible au départ. Une giclée d'huile d'olive. Et là, on prépare une belle assiette. On touille avec délicatesse. Et on n'a jamais fait mieux que les mains. Ah oui. Pour mélanger une salade. Franchement. C'est vrai. Ça donne envie de croquer dedans. La cébette au-dessus. Tu sais que ça, là, moi j'adore la truffe. Ah ouais. Avec les omelettes. Et avec ça. Mais là, juste la truffe. Regarde comme c'est noir, c'est beau ça. Ah ouais, là, belle. On va mettre. Il faut être généreux, hein, parce que le cuisinier qui n'est pas généreux, c'est pas la peine. Hein. On le sait, ça. Hein. Jette dessus cette truffe. C'est un petit peu l'antichambre du paradis par ici, hein, quand même. Hein. Et d'huile d'olive sur la truffe, ça va très très bien. Voilà. Ça avec un petit pain grillé. Petite salade du printemps, minute. Voilà. Donc on a mis les premières asperges vertes. Les premières asperges. Le petit violet, le petit poivrade. Voilà, qui vient juste bien tendre, là, qui va donner juste le petit goût. La cébette qui relève un petit peu. Les pois gourmands pour le croquant et la truffe pour le parfum, le dernier parfum de l'hiver qui va passer là-dedans. Et surtout, sel, poivre et une bonne huile d'olive des Baux-de-Provence. Exactement. C'est simple et vous allez vous régaler. On goûte? On goûte. C'est pas mal, hein? C'est magnifique. C'est très bon, hein? Quand vous voyez un chef qui se régale, en général, c'est très bon signe. Ça, c'est la meilleure des choses. On a mis de l'huile d'olive. Bien sûr, ici, à Les Rennes, on va dans une oliveraie. Eh bien, écoutez, bon voyage, bonne balade à travers ce magnifique pays qui est la Provence. À bientôt. Bonne visite, à bientôt. Bah, nous, c'est parti, on prend les voitures et on file dans la Provence. Enchanté par ma rencontre avec Christian, un vrai passionné de cuisine et de Provence, je quitte Avignon et prends la direction du sud pour entrer progressivement au cœur de cette région, les Alpilles, un véritable écrin naturel devenu parc naturel régional en 2007. Ici se succèdent massifs rocailleux, villages pittoresques et champs d'oliviers. C'est d'ailleurs en plein cœur d'une oliveraie, à Mouriès, que j'ai rendez-vous avec Jean-Benoît Hugues, un autre passionné qui va me livrer les secrets d'un produit incontournable ici, l'huile d'olive.
on est nickel. Et en montage, on est bien plaqué comme ça. Ça bosse? Bonjour Grégory. Comment tu vas? Ça va quoi? Il y a de l'olivier à perte de vue. Hein. C'est la folie ici. Hein. Tu es sur la commune qui a le plus d'oliviers en France. Là, c'est ton acolyte. Voilà, c'est Rémi Coste, qui est notre Bonjour, Rémi. Partenaire tailleur. Rémi, ça va? Faut me retenir. Ah ouais, je vois ça, il a la machine en main. Qu'est-ce qu'il fait exactement? En fait, là, il est en train de tailler les oliviers. Ouais. Et comme c'est des oliviers qui n'ont pas été taillés depuis un certain temps, il est en train de faire une taille, presque une taille de régénération. Il coupe du gros bois pour les forcer à régénérer du bois neuf. D'accord. Hein, donc l'olivier est immortel, c'est un arbre qui ne meurt pas. Il y a pas On dit que c'est ça, il y a des oliviers qui ont plusieurs milliers d'années. Hein. Probablement. Ouais. Probablement. Probablement. Ici, les Baux-de-Provence, tu disais que c'est la zone de France où il y a le plus d'oliviers dans l'Hexagone. Exactement. Et vous avez surtout une AOC. Il y a une AOC qui est la AOC Vallée des Baux-de-Provence. Il y a 4 variétés dans la Vallée des Baux, que sont la Salonenque, la Glando, la Verdale des Bouches-du-Rhône et la Grossane. Grossane qu'on retrouve au pied du château, hein, particulièrement, qui est une olive de table, et les 3 autres qui sont plutôt des olives à huile. Les exploitations ici, elles font combien d'hectares à peu près? Alors c'est très variable. La plupart des exploitations, ce sont des petites exploitations de 200 ou 300 pieds, c'est-à-dire 1 hectare et demi. C'est très morcelé, parce qu'historiquement, lors des héritages, les filles héritaient des terres pauvres, hein, que sont les oliviers, D'accord. et les garçons héritaient des terres riches, en plaine, qui étaient des terres irriguées, des terres qui étaient plus fertiles et qui faisaient du maraîchage. Et aujourd'hui, ce sont des terres prisées, parce que l'AOC, le goût, la recherche de nos clients pour l'origine font que ce produit est en demande. Ça, c'est la revanche des femmes. La revanche des femmes, elles gagnent toujours. Hein. Ça, c'est clair. Là, on voit le taillage. Ok. Et maintenant, c'est un peu la dégustation, parce que je crois qu'il y a un peu une science de l'assemblage, comme pour les vins. Absolument. Allez, go, on y va. On y va. You know you smile, woman. You treat me so darn fine. Give me such an appetite, and I need you. T'as vu, hein? Je vais t'égarer juste à côté du moulin, moi. Alors? Quel bonheur de rouler dans une si belle ancienne. Bon, allez, maintenant, dégustation d'huile d'olive. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Ah ouais. Love gets sweeter every day. Jean-Benoît, ces huiles d'olive des Baux-de-Provence, on en parlait comme sur le chemin. Qu'est-ce qu'elles ont comme particularité? Tu vas retrouver donc dans les baux 2 typicités. Une typicité dite fruité vert et une typicité fruité noir. La fruité vert, tu vas avoir un côté végétal, herbacé, herbes fraîches, amandes, artichauts crus, hein, très long. Particularité des fruités verts de la vallée des Baux, c'est la persistance aromatique. Et puis tu as aussi la typicité dite fruité noir, où là... Je ne connais pas, par contre. Alors voilà, ça c'est très particulier. Est-ce qu'une bonne huile d'olive, c'est une huile d'olive foncée ou claire? Alors non, une bonne huile d'olive, c'est une huile d'olive que tu aimes, mais ça n'a rien à voir avec la couleur. Je vais te faire sentir dans un grand verre un fruité vert. Le faire couler, je te laisse sentir. Très végétal, effectivement. Très végétal. Et un petit côté amande. Hein, tu retrouves le fruit sec. Quand on la goûte, on la fait un petit peu chauffer dans les mains et tu mets ta paume de la main dessus pour concentrer les arômes. Comme ça, comme ça? Exactement. On va la porter au palais et Ouais. avant de l'avaler, on va aspirer de l'air. L'huile d'olive te couvre les papilles. Hein, Comme la le vin, matière en grasse. fait, oxygène, quoi. Exactement. Pas très piquante, hein. Pas très piquante. Quoique, Voilà, la longueur. ça arrive. La longueur. Caractéristique de la vallée des Baux, sa longueur. Ah ouais, elle est Hein? super longue. Voilà. En fait, elle est beaucoup plus piquante en finale. Hein. Si on prend un usage typique... Ça, moi, c'est pourquoi? C'est pour faire une vinaigrette Et tu vois, moi, ce que j'aimerais en ce moment, là, c'est le moment de manger. Moi, j'aimerais un poisson. Tu vois, un poisson où j'aurais ce goût fin du poisson et l'huile d'olive, là, accru comme ça. accrue, elle viendrait derrière. Bon, la fruitée noire. Donc, la fruitée noire, c'est une huile d'olive où on a introduit une étape supplémentaire, qui est une étape de fermentation, si possible sans oxygène. Et on provoque un goût, on perd le côté végétal et on acquiert des attributs d'olive noire, de truffe. hein. On va le retrouver. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ah, le nez, on est sur l'olive noire, quoi. L'olive noire. À fond. Voilà. D'où le nom fruité noir. Rien à voir? Un côté champignon. Champignons. Les usages sont un peu différents. Moi, si tu veux, pour moi, elle est un peu trop costaud sur un poisson. Mais je la mettrais volontiers dans une salade avec une belle moutarde de Dijon, Ça. un beau vinaigre d'Orléans. Extraordinaire. Et c'est fantastique. On est un peu dans l'excellence des huiles d'olive françaises. Hein. On a beaucoup de chance. Ben non, à mon avis, il y a beaucoup de travail surtout. Belle équipe aussi. Bon, de toute façon, venez ici, c'est le domaine de Castellas.
On est dans le secteur des Baux-de-Provence. Et nous, maintenant, on va repartir un petit peu au nord des Alpilles. On va aller à Saint-Rémy. C'est quoi? C'est à 15 km. 10 km d'ici. On a la chef Fanny Ray qui nous attend. Elle va nous préparer un agneau des Alpilles. Et je pense que je vais lui ramener une petite bouteille d'huile d'olive. Qu'est-ce que t'en penses? Très volontiers, très bonne idée. Allez, je reprends la route direction Saint-Rémy-de-Provence, la capitale des Alpilles. Et c'est au marché que je vais retrouver Fanny. Nous allons récupérer là-bas quelques bons produits nécessaires à la recette que nous ferons ensuite. Un agneau des Alpilles en croûte accompagné d'une ratatouille aux couleurs très printanières. Salut Fanny. Oh bonjour, comment ça va? Bien. Ça va bien. Toi, tu fais ton petit marché comme ça à Saint-Rémy de temps en temps? Voilà, moi je suis pas loin, donc c'est vrai que pour moi j'aime bien ces produits parce que c'est des produits naturels, c'est des produits pour la plupart biologiques. C'est important maintenant de faire attention à ce qu'on mange, de toute façon. Ah, ça, tu m'étonnes. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous faut pour notre recette? Là, on va se rapprocher de mon maraîcher. Ouais. On va aller voir Fabien. La magie, elle opère grâce Dès le départ. Dès le départ. La magie, Bon. elle commence là. On y va. C'est Messieurs, merci, bonne journée à vous. Merci, messieurs. When she was 22, our future looked bright. She's nearly 30 now, and she's out every night. I see that look in her face. She's got that look in her eye. She's thinking, how did I get here? Wondering why. Bonjour. Bonjour Fabien. Ça va bien? Bonjour. Bonjour. Santé. Ah voilà, c'est ce que je te dis, la magie, elle commence là. Les petits mesclins, c'est super ça. C'est magnifique ça, regarde. Ah ouais, C'est ouais. super. C'est quoi, c'est des petites sommités de brocoli, ça, non? Voilà, c'est les brocolis. Ça, c'est fantastique, ça. On fait cru comme ça. c'est- Même cru, même une petite omelette, tu sais. Ça, c'est top. Regarde là, tu Ouais, vois, ouais. tu vois, c'est ce que Ah je bah te oui. disais tout à l'heure. Voilà. La différence, elle est là. Tu vois, Voilà. tu vois tout de suite, c'est naturel, que c'est du vrai, quoi. C'est du vrai Ouais, produit. ouais, ouais. Les petits Tu touches la navets, couleur, superbe ça. Qu'est-ce qu'on prend, nous? Alors, tu m'as fait ma petite Je commande? vais préparer. Ah ouais, c'est super. Yes, c'est parfait. Tu vois, top. Basilic, du thym. Tomates. Putain, c'est pas mal ça. Magnifique ça. C'est de la cœur de bœuf. Allez, en forme de cœur. C'est un charmeur, lui, hein. Bon, on file? Super. On part en cuisine? Allez, au travail. Bonne journée. Merci Fabien. À bientôt. À bientôt. À bientôt. It's true how society says our life is already over. There's nothing to do and there's nothing. Bon, Fanny, je te présente notre carrosse qui est raccord avec ton Super. manteau. Elle est belle, Même hein? pas fait exprès, elle est trop belle. Ta porte. Installe-toi. Bon, c'est parti, là, on est bien? Allez. Alors, on va faire le tour de la couronne. Saint-Rémy, c'est vraiment une couronne. Hein. C'est juste une couronne. Bon, alors Fanny, la cuisine, c'est vrai qu'on te connaît surtout comme finaliste hein, d'une grande émission culinaire. Mais tu as fait, bien sûr, plusieurs grandes maisons. J'ai eu la chance de travailler avec Michel Roth pendant 5 ans, au Ritz à Paris. Et puis, nous sommes descendus avec mon compagnon Jonathan à Lousteau de Beaumanière, au Baux-de-Provence, juste de l'autre côté des Alpilles. Et là, j'y suis restée 7 ans. C'est vrai que j'ai pu faire ma cuisine, travailler avec mes petits producteurs. T'es imprégné aussi de la région parce que toi, t'es Imprégné de la région. bourguignonne. Hein, Moi, je suis pas d'ici, je suis Tu es bourguignonne. par où, là? Tout droit. Alors, c'est un terroir qui est complètement différent. D'autres terres, d'autres reliefs, un autre climat aussi, parce que c'est vrai qu'on a cette chance ici d'avoir une très grande diversité par tout ça. Produits que j'aime beaucoup travailler, le miel, les olives et leurs huiles. L'huile d'olive AOC des Baux-de-Provence. D'ailleurs, j'ai une petite surprise dans le coffre pour toi. Ah, c'est sympa. On a tout ce qu'il faut. Pour la recette, on a de l'huile d'olive.
Là, il faut tourner à gauche. Ici, là? Il faut tourner, oui. Tiens, c'est le mas. C'est ici? Voilà, alors ce mas-là, c'est un mas qui a été peint par Van Gogh. Donc c'est le mas typiquement provençal. Ah bah voilà, c'est Voilà, super là, joli ça. Bienvenue en Provence. Ah ouais, on y est complètement là. Les oliviers. Ah ouais, superbe. Tiens, on se dirait là, nous. Parfait. Bienvenue. Alors, ça, c'est notre marché. Et ça, c'est l'huile d'olive. De Castellas, super. Tout à fait. Ça, c'est de la part de Jean-Benoît. C'est super Bah sympa. écoute, du coup, on va faire un truc top. Je vous accueille On chez cuisine moi. à la maison. Allez. Bon, alors Fanny, tu vas nous préparer quelque chose de la région. Toi, tu es maître avec les produits de la région, à commencer par l'agneau des Alpilles. Voilà. Le canon d'agneau fait partie de la selle. En fait, c'est le dos de l'agneau, la partie la meilleure. On va commencer par la coloration. On démarre par l'huile d'olive, Ok. une petite gousse d'ail écrasée, Comme ça, en chemise, en chemise, voilà, avec la peau. une petite Ça branche va de thym. permettre de diffuser le parfum de l'ail. Voilà, on va aromatiser notre huile. Exactement. Alors, on assaisonne l'agneau On assaisonne des deux l'agneau. côtés. Exactement, bien C'est mieux, partout. hein. Donc, le Juste poivre avant la mignonnette. cuisson, pour avoir des petits grains, pour avoir un petit croquant. Et t'as mis un petit peu de fleur de sel par-dessus. Et un peu de fleur de sel de Camargue. Allez, hop, on remet ça en température. Ça va aller très vite, parce que je veux pas de coloration, c'est mon four qui va travailler. On marque un peu la viande, c'est quoi l'idée? Juste que je la marque. Le jus de l'agneau, il va rester dedans. C'est ça. Comme ça, on va garder tout son moelleux et tout son gourmand. Voilà. Voilà. Vous emprisonnez la viande, le vous jus la est colorez emprisonné. juste pour ça. Tu vois, c'est rapide. Hein. Donc là, je vais la mettre au frais. Tu la réserves. Je la réserve au frais. Comme ça, on fera le montage à la fin. La pâte feuilletée ne bougera pas. Bon, qu'est-ce qu'on se fait maintenant? Alors là, on va lancer La ratatouille. la ratatouille. Première étape, faire confire une aubergine. Fanny commence par la faire revenir sur le feu pour lui apporter un goût fumé. Elle prépare ensuite la cuisson en papillote en ajoutant à son légume une gousse d'ail écrasée, du thym, une rasade d'huile d'olive, un peu de sel, du poivre et une pincée de piment d'Espelette. Après 20 minutes de cuisson, l'aubergine est sortie du four. En plus, voilà, elle est Parfaitement confite. parfaitement confite, elle est restée onctueuse, elle n'est pas desséchée. Non. Alors toi, tu disais que tu vas garder un petit peu de peau. Alors moi, je vais en garder. Voilà la peau qui a été un petit peu colorée. Tu vas mélanger ça avec ta Avec chair. la chair. Donc je vais tout mélanger après à la fourchette parce qu'il y a plein de petits pépins dans l'aubergine. Et si tu haches les pépins au couteau, tu vas apporter de l'amertume. Donc tu t'écrases, tu mélanges. Comme ça, on va mélanger la chair et la peau. Tu vois, voilà. On va rajouter un petit assaisonnement, un filet d'huile d'olive. On a la fruitée noire et on a la classique. On va se servir de celle-ci. De la fruitée. La fruitée mûre. Super. On va mettre un peu de piment d'Espelette, basilic. Ah ouais, et ce basilic, il sent. Hop. Allez, hop. Alors, un petit peu de parmesan, on mélange et après on va dresser. Pas beaucoup, mais juste pour apporter un peu de fondant. Et tu vas mélanger là aussi. On va tout mélanger. On va dresser dans le plat avec l'aubergine. On va mettre au frais, on va le réserver. Là, on est bien là. Hop. On va revenir sur notre agneau qui est froid Ouais. et on va procéder au montage. Il est frais, il est bien. Donc, pas de feuilleté. D'abord, je vais habiller mon agneau Avec quoi, de la tapenade? un petit peu de tapenade noire. Voilà, tapenade. Donc, on va mettre juste Tomate confite. 2 pétales de tomate confite. Ah oui, ce basilic. Le basilic. Voilà. C'est un montage très facile. Ouais, complètement, ouais. Le mignon d'agneau. Par-dessus. Ça nous tient bien l'ensemble. Donc, on se met à peu près au milieu. On prend la pâte feuilletée. Tu as une sorte de petit chausson, en fait. C'est ça. Voilà. Ouais.
On la pince sur les côtés, que tout reste Et bien ton reste de enfermé. pâte feuilletée, là, tu vas en faire quoi? On va s'en servir aussi pour le quadrillage. La pâte feuilletée dessus, on va faire une petite dorure. Après avoir saupoudré son couteau de farine, notre chef entaille le reste de la pâte feuilletée en quinconces. Elle étale ensuite sur son chausson une dorure faite d'un œuf entier et de piment d'Espelette. L'objectif est double, obtenir un chausson doré pour le côté esthétique et pouvoir coller par-dessus la pâte entaillée pour le côté pratique. Un petit truc rapide, ça prend pas beaucoup de temps, visuellement c'est sympa. Là, ça part au four à environ 15 minutes, à 200 degrés. Il faut bien surveiller parce que de toute façon, il faut stopper la cuisson dès que la pâte est dorée. L'agneau est cuit. La tomate, démarrage. Huile d'olive. Huile d'olive. De cuisson. Ail, thym. Tu nous prépares quoi avec la tomate exactement? Alors là, on va faire un petit confit Ouais. au basilic. Enfin, on va assaisonner. On va rajouter du sel. Un petit peu de Ça fleur va de sel. permettre à l'eau de végétation de sortir. C'est ça. Un petit peu de poivre mignonnette. Un petit peu Au hasard. de piment d'Espelette. Pourtant, elle n'est pas basque, hein, promis. Hein. Ça va aller vite puisque le but c'est qu'il y ait des petits morceaux, qu'il y ait de la mâche. Donc je vais le retirer. L'idée, c'est pas, là, on fait pas de purée de tomate. Hein. Non, c'est pas une purée de tomate. On va la laisser au frais aussi. Pendant ce temps, la viande est sortie du four pour refroidir quelques minutes. Fanny entreprend de découper le reste des légumes de sa ratatouille, entre autres tomates et courgettes. Là, à mon avis, la concassée de tomates, elle a commencé à refroidir. Les tomates confites sont donc sorties du frigo. Après l'avoir ciselé, notre chef y ajoute du basilic pour une touche fraîche et provençale. Et on mélange. Je sors l'aubergine. Vas-y. En timing, on est parfait, c'est tout arrive en même temps. Tout est prêt en même temps, l'agneau est cuit, super, c'est parfait. La suite des opérations, verser dans le plat sur la couche d'aubergine, une couche de tomates confites. Là, vous êtes gâtés, hein, parce que c'est une belle recette, ça. Allez, on va laisser la prendre en action, vous allez voir, ça va aller très vite. Les légumes sont enfin disposés dans le plat. Le tout est arrosé d'huile d'olive, sans oublier le poivre, le sel, le thym émietté et le parmesan. Dernière étape, réchauffer notre ratatouille quelques minutes au four. C'est parfait. Quant au friand, Fanny lui apporte une dernière couche de dorure. C'est maintenant l'heure de savourer. C'est quand même beaucoup plus appétissant comme ça. Bon, allez, on va dresser sur planche, comme ça, ce petit côté, moi j'aime bien presque paysan. Tu vois, on a un feuilletage qui croustille. Ah là. On est sur du rosé, on a une belle cuisson. Il est bon ou pas notre gratin? Le gratin est bon. Allez, ratatouille gratin. Et là, la boucle est bouclée. Voilà. Il n'y a plus qu'à déguster. Bon, Fanny, avant de goûter, nos ingrédients pour faire cet agneau des Alpilles, donc canon d'agneau, ça c'est super important. Canon d'agneau prélevé dans la selle. Tapenade, tomate confite, basilic, Ouais. sel, poivre, piment Ouais. d'Espelette, feuilletage, pas de Et feuilletage. feuilletage que vous pouvez trouver. Donc ça, facilement. c'est pour la viande. Et les légumes, c'était les légumes du marché. Tomates, Aubergines, courgettes, il faut un petit peu d'ail un petit peu d'ail, un petit peu de thym, du basilic et des oignons. et des oignons. Bon appétit. Bon appétit. La cuisson comme ça, elle est étouffée, ça fait qu'on a vraiment du moelleux, quoi. Puis on n'est pas surchargé en sel aussi. Écoute Fanny, ça a été un réel plaisir hein, de faire cette recette à tes côtés. Ouais. Donc le restaurant, c'est le restaurant de la... C'est le restaurant de la Reine Jeanne à Saint-Rémy-de-Provence. à Saint-Rémy-de-Provence. Et nous, on va rester à Saint-Rémy. Fanny, un grand merci une fois de plus parce que c'est une Avec très belle plaisir. recette. On va aller voir une maison que tu connais bien, Oui. qui est connue, je crois, depuis le 19e siècle, qui s'occupe de choses sucrées, la confiserie Lilamont. Lilamont, oui, des choses formidables. Ça fait plusieurs années que je travaille C'est avec eux. 5e ou 6e génération, je crois. Oui. Tout de suite, eh bien, on se dirige, on reste dans Saint-Rémy, direction la confiserie Lilamont. Encore merci Fanny. Merci. Si le nom de Van Gogh est souvent associé à Saint-Rémy-de-Provence, il en est un autre, Lilamont, presque aussi illustre et synonyme de gourmandise. Confiseur de père en fils, depuis 5 générations, chez les Lilamont, le bonheur est dans le fruit confit. Le fruit confit, c'est vraiment une technique, une conserve par le sucre. La recette est assez simple. On prend un fruit, on le ramollit, on le met dans du sirop et on le cuit. Ce qui fait la différence dans différentes maisons, c'est le tour de main. C'est le savoir, c'est ce qu'on échange quand on est devant la bassine avec les anciens qui nous ont transmis. C'est vraiment un tour de main. Et c'est dans ces bassines en cuivre d'origine que commence la transformation. Les fruits sont plongés, baignés à 7 ou 8 reprises pendant un mois pour que leur eau naturelle soit remplacée peu à peu par le sirop sucré. 2 mois plus tard, c'est la dernière étape, le glaçage, une étape très visuelle
qui aiguise déjà les papilles. C'est l'idée de mettre une dernière pellicule de sucre, alors très très fine dessus pour l'empêcher de coller au doigt. Et c'est plus facile à emballer, à déguster aussi. Ça va sécher une nuit sur grille et demain ce sera emballé dans les cartons pour nos clients professionnels, pour la boutique. Et ça va partir dans le monde entier aussi. En effet, de Fauchon jusqu'à Harrods, on s'arrache les fruits confits de la maison Lilamant. Mais après Pierre, qu'en sera-t-il? J'ai une fille et un fils, une fille qui a 11 ans et un fils qui a 5 ans, et quand je les vois dans la boutique partir, faire leur propre boîte de fruits confits ou de calissons et repartir à la maison avec, ça me rassure. Et sans les forcer, on les force un peu quand même. Les forcer, oui, mais pour une bonne cause, la gourmandise. Wow, I feel good. I knew that I Eh bien, nous, on poursuit notre balade dans les Alpilles, toujours au volant de cette Alfa Romeo de 1971. Et je vous assure que ce n'est que du bonheur. Elle a un bruit magnifique, une allure splendide. Et puis le panorama tout autour de nous est juste époustouflant. Époustouflant, c'est aussi l'adjectif parfait pour désigner l'endroit où je me rends maintenant. Il s'agit des Baux-de-Provence, qui figurent parmi les plus beaux villages de France. Un village surplombé par son château en ruine, dominant toutes les Alpilles. Là-bas m'attend Bruno-Henri Rousseau, le directeur du lieu, et Bernard, un arbalétrier qui me proposera un défi, disons, chevaleresque. be shy, don't stand it anymore. I just want to say hi to the one I love. Cherry blossom girl. I feel sick of Salut Bruno. Salut Grégory. Comment vas-tu? Ça va, merci pour cette ascension. Eh ben écoute, plus on grimpe, plus on commence un petit peu à s'effeuiller. Et il commence à faire chaud, parce qu'en plus on est complètement abrité du vent. Et on a le soleil qui brille quasiment en permanence ici sur les Baux-de-Provence. Alors c'est l'un des sites les plus visités de la région. Ah oui, absolument. Quand on vient en Provence, le passage obligé, c'est les Baux-de-Provence. Parce qu'ici, c'est un véritable écrin qui surplombe une campagne absolument merveilleuse, à quelques kilomètres Arles. C'est un piton rocheux, comme ça on peut voir toute la campagne environnante. Absolument. Baou, en provençal, Baou, ça veut signifie dire quoi? éperon rocheux, justement. Éperon rocheux en Voilà. provençal. Ça date de quelle période à peu près? Alors ici, le village tel que nous le voyons, avec les fenêtres à meneaux, etc., Ça, c'est très joli. Hein. c'est du XVIe siècle, c'est la Renaissance. Ça a été longtemps un point stratégique et névralgique de la région, ici. Oui, tout à fait, puisque les seigneurs des Baux-de-Provence, qui ont construit ce château sur la roche au-dessus de nous, autour du XIIe, XIIIe siècle, ont effectivement bâti ces magnifiques remparts pour faire des Baux-de-Provence une citadelle défensive pour les comtes de Provence. Il y a un autre endroit où vous faites une sorte d'animation. Alors c'est effectivement, les Carrières de Lumière, c'est le plus grand site multimédia fixe en Europe, où on fait des projections vidéo sur les thèmes de la peinture principalement, sur des immenses parois rocheuses. Ça vaut le coup d'être vu parce que c'est tout à fait unique dans l'Europe et dans le monde. Et effectivement, ces deux sites sont très complémentaires. On continue la visite parce qu'il y a plein de choses à voir, de très belles choses. Continuons. Je te suis, Bruno. Bruno, ce qu'il y a, c'est que le site, il est immense. Hein. C'est très vaste, c'est très étendu. Hein. Oui, c'est très étendu et comme on peut le voir derrière nous, la roche vraiment sert de support pour la construction du château. Ça a été le socle du château. Hein. Oui, c'est ça, c'est vraiment. Mais le on a fondement. l'impression qu'ils ont creusé dans la roche. Alors effectivement, on a creusé, ensuite on a taillé des pierres de taille et qui ont permis de poursuivre les constructions. Et puis on a vraiment partout des petits trous, alors soit c'est pour mettre des poutres, soit on a creusé des rigoles pour récupérer les eaux de pluie et dans chaque habitation il y a des troglodytiques. Il y a eu combien d'habitants au sein même de la forteresse et du village tout autour? Alors la À forteresse, l'apogée des Baux-de-Provence. entre la forteresse, le village et puis les habitations autour, il doit y avoir 200-300 habitants, sachant que plus on se rapproche du donjon qu'on aperçoit là, plus on est proche du seigneur, plus on est riche, plus on a une utilité dans la société. Et, On se rapproche du soleil en fait. Hein. on se rapproche un peu du soleil, c'est ça. Et donc aussi, les gens venaient s'abriter à côté du donjon parce que c'était la sécurité, le seigneur offrait la sécurité. Bon, alors on a une petite surprise, je crois. Bah, c'est plutôt moi qui ai une surprise, qui m'a préparé. Ah oui, il va Il falloir me voir. fait un grand sourire du coup. Oui, il va falloir maintenant voir en pratique si tu es prêt à prendre la peau des seigneurs des Baux. Écoute, allons-y, je te suis. C'est parti. C'est parti.
c'est le stand de tir. Bonjour. Bonjour Grégory, enchanté. Bernard. Bruno m'a dit que j'avais un défi, a priori l'arbalète. Oui, tout à fait. C'est un petit peu l'arme de destruction massive du Moyen-Âge. Hein. C'est l'arme de destruction massive du Moyen-Âge, même si c'est une arme qui est plus ancienne que le Moyen-Âge, puisqu'elle date de 1500 ans avant Jésus-Christ. Ah ouais. En Chine, il y avait déjà des arbalètes. Hein, voilà. D'accord. Donc arme de destruction massive, arme très puissante, surtout beaucoup plus facile d'utilisation qu'un arc. Il faut savoir qu'un carreau d'arbalète... Le carreau, c'est quoi? C'est la flèche? Voilà, un carreau, c'est cette chose-là. Vous voyez que la pointe ici est de section carrée. À mon avis, quand ça part, ça fait mal. Hein. Ça part presque à 300 km/h. Donc en gros, les armures qu'avaient les chevaliers ne leur servaient à rien. Absolument. C'est d'ailleurs pour ça que petit à petit, elles ont été abandonnées. Hein. Donc, bon Bernard, allez, je me sens l'âme d'un arbalétrier naissant. Parfait. Défi. On va lui revêtir la Alors on va tenue lui du revêtir chevalier. la tenue qu'il faut. Ah, il faut. Il faut une tenue appropriée. On va essayer. Bon, magnifique. Quand même un peu plus de, Ah comme bah. on dit, un peu plus de gueule. Hein. Magnifique. À nous l'arbalète. Donc à vous l'arbalète. Alors on va... J'y vais. Allez-y, prenez-la. Ça va, c'est pas trop lourd. Donc on va prendre cette arbalète qui est une arbalète du 13e, 14e siècle, une arbalète d'homme de troupe à pied. Donc vous voyez ici, il y a un étrier. Cet étrier, il sert à placer son pied. Oui, bien sûr. Donc on place le pied dans l'étrier. On va prendre la corde de l'arbalète et venir la placer manuellement ici. D'accord. Donc là, on a tendu l'arc de l'arbalète. Donc on va placer, nous on met des carreaux modernes pour des raisons de sécurité. On pose l'arbalète simplement sur son coude. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ah, il y a quand même Donc je vais essayer, voir ce que ça donne. Donc sûr qu'il va y arriver. On prend sa respiration. Voilà. Ah ouais, ah bien quand même. Hein. C'est pas un très beau tir. L'idée, c'est quand même d'arriver à toucher quand même. Voilà, mais vous allez toucher. C'est pas gagné. Vous allez voir. Et surtout de ne pas bouger avant l'arrivée. Voilà, vous voyez? Très bien. Ah bah, vous c'est êtes pas dans mal, la hein. cible. Même très bien. Bon écoutez, j'ai un bon prof. C'est clair. On voit la version. Alors après, vous avez la pour version. adultes, vous allez voir. version, Là, c'est impressionnant. Là, on arrive. Ah ouais, là, c'est la version, ça va faire Alors, mal. C'est la version grand modèle de l'arbalète qu'on a vue, mais toujours le même principe. Ça de fonctionnement. servait à quoi? Aussi sur le champ de bataille? Alors, ça ne servait pas sur les champs de bataille. Ça, c'est une arme défensive qui était installée à demeure dans les châteaux et qui servait à défendre les châteaux. Ah ouais. Cette arbalète est une reproduction en petit des arbalètes à tour qui, au Moyen-Âge, étaient 3-4 fois plus grosses que ça. Ensuite, elle remonte quand vous allez tirer. Main bien ouverte, on appuie progressivement jusqu'à ce que ça lâche et ça va partir d'un coup avec beaucoup de bruit. Voilà, superbe, magnifique, J'ai un bon prof, hein. magnifique. Franchement, bah, c'est une très belle découverte. Voilà, faut venir ici parce que l'endroit est fantastique et surtout, il vit aujourd'hui grâce à vous. Bruno, écoute, merci pour la Grégory. visite parce que c'est vraiment un très bel endroit. Bernard, merci pour les cours. Merci. La bravo prochaine pour fois, le c'est tir. catapulte. Bon, allez, on va bien sûr rester au cœur de ces Alpilles. Alors maintenant, c'est le coup de main du chef. On va rejoindre Angeline. Elle a un petit souci pour le caviar d'aubergine. Et nous, juste après, eh bien, on sera toujours au cœur de ces Alpilles, un petit peu plus vers la Camargue, dans la belle ville d'Arles. Angéline est intendante de maison dans les Alpilles. Mais ce soir, elle reste chez elle car elle reçoit quelques amis. Elle a décidé notamment de leur préparer un caviar d'aubergine. Première étape pour notre cuisinière, faire cuire ses légumes. Je vais les mettre au four pour 20-25 minutes. À noter la technique particulière d'Angéline qui ne coupe pas ses aubergines avant de les enfourner. Suite des opérations, l'assaisonnement du plat. Un demi-oignon coupé plutôt grossièrement et une gousse d'ail. Je vais rajouter le basilic et le citron. Parfait, ne manque plus que les aubergines. 15 minutes plus tard, celles-ci sont sorties du four et ont un aspect particulier. C'est un petit peu ratatiné. Notre cuisinière en herbe poursuit néanmoins et récupère la chair de ses aubergines. Ça fait un petit peu bouilli. J'espère que c'est assez cuit. Angéline persévère et hache ses aubergines avant de les mélanger à son assaisonnement. Je dois rajouter un petit peu d'huile d'olive. Oui, mais une huile de cuisson, un peu dommage pour la région. Pas grave, notre cuisinière finit par saler et poivrer son plat. Je trouve qu'il y a des morceaux qui sont quand même un petit peu gros. Je pensais faire quelque chose de plus onctueux, de plus homogène. L'aspect n'y est pas, qu'en est-il du goût? Ah, que les oignons cracouillent. Bon, je trouve que l'oignon prend trop le dessus. Je sens pas trop l'aubergine. Dommage pour un caviar d'aubergine, mais normal vu la taille des oignons.
Quoi qu'il en soit, il va falloir agir vite pour que les invités de ce soir ne déchantent pas. Pour mon apéritif, me mettre ça sur des taux, ça va pas être possible, je vais avoir besoin d'aide. Et pour lui venir en aide, nous avons fait appel à Yvan Gilardi, chef à domicile dans les Alpilles. Celui-ci arrive avec de quoi sublimer le caviar d'Angéline. Du gingembre, de l'huile d'olive vierge, du sel fumé et du vinaigre balsamique blanc. Bonjour Yvan. Première étape pour notre chef, inspecter le plat d'Angéline. L'aubergine, ça irait encore, mais alors les oignons, pas du tout, puis il manque de sel. Hein. Donc on va faire ma recette. Et c'est parti, Yvan s'occupe d'abord des aubergines, mais à la différence d'Angéline, il les coupe en deux. S'ensuit la première astuce du chef, faire des croisillons au couteau pour accélérer la cuisson des légumes. Tu gagnes beaucoup en cuisson? On va gagner facilement 5 à 8 minutes. C'est quand même pas négligeable pour ton apéritif pour 7h30. Vous voulez? Yvan entreprend ensuite de faire revenir chaque moitié d'aubergine quelques minutes dans une poêle, puis les saupoudre de sel fumé, ce qui apportera au plat encore plus de saveur. Voilà, là tu peux enfourner pour 20 minutes. Deuxième étape, l'assaisonnement du caviar. Comme Angéline, Yvan coupe un oignon, mais beaucoup plus finement, et surtout, il le fait revenir 5 minutes à feu doux dans l'huile d'olive. Notre chef poursuit en découpant le gingembre. Autre astuce en passant, utiliser le dessus du couteau. On défibre notre gingembre. Ça, on n'a que le meilleur du gingembre, mais on met pas les fibres. D'accord. Le gingembre rejoint les oignons, s'ensuit l'ail, découpé très finement, qui lui aussi va rejoindre la poêle. 10 minutes plus tard, les aubergines sont sorties du four. Je pense que c'était un peu différent d'Étienne, non? Ouais, ça a l'air vraiment plus cuit. Hein. Les aubergines sont évidées, hachées, en prenant soin d'enlever les pépins, puis mélangées au reste de la préparation. Notre chef finit par assaisonner le plat avec des zestes de citron et y rajoute du basilic. Derniers ingrédients, du vinaigre balsamique blanc pour une note d'acidité, du poivre pour relever le tout et de l'huile d'olive pour une touche onctueuse et provençale. S'il te reste un petit peu de basilic, bah, tu peux faire une petite déco. Ne reste plus qu'à accompagner le caviar de quelques croûtons de pain grillés, de préférence frottés à l'ail, et le tour est joué. Extra. Un peu meilleur. Bah, écoute, je vais te laisser. Oui, mes amis vont bientôt arriver. Bah, écoute, tu m'as sauvé. Merci beaucoup. Voilà comment sublimer simplement votre caviar d'aubergine et ainsi réjouir les papilles de vos invités. La journée touche à sa fin, tout comme ma balade dans les Alpilles. Mais avant de quitter ce joli coin de Provence, une dernière rencontre m'attend, un dernier rendez-vous très gourmand. Je rejoins Jean-Luc Rabanel, chef emblématique et multi-étoilé pour notre dessert, un tiramisu à l'accent quelque peu provençal. Pour ce faire, je me rends à Arles, à la fois porte de sortie des Alpilles et porte d'entrée de la Camargue, une commune surnommée à juste titre la Petite Rome des Gaules, tant son patrimoine antique est considérable et préservé. Salut Jean-Luc. Ah oui, Greg, te voilà. Mignon. Tu sais quoi? Moi je me suis dit on est dans le sud. Ben ouais, mais tu vas voir, pour la peine, regarde. Tiens vas-y, tu as bossé. Tu as bossé. Bon, on est raccord, on est en noir tous les deux. Il me manque le... Ah, il te manque le petit kiki, mais ça... Le petit kiki. Ça c'est un ça grade. faut être chef. Voilà. Ça, c'est un grade. Bon, alors tu vas nous préparer, merci. Un dessert. La base de ce dessert-là... Donc on part sur un tiramisu. C'est ça. Ça, vous connaissez tous le tiramisu. Voilà. Mais il va être vraiment retravaillé par notre ami. Disons que la base claire et la base donc très blanche de ce dessert que j'ai voulu me fait penser au tiramisu, et puis on y met un peu de mascarpone. Donc effectivement, on va dire que c'est un tiramisu, même si on en est un peu loin. Alors on va attaquer, et pour la petite histoire, il nous l'a créé spécialement pour nous. C'est pour vous. C'est pour nous, Bien c'est sûr. pour vous donc. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors on y va. On prend un petit peu de beurre. Donc cul de poule, beurre pommade. Beurre pommade. Tu mets combien de beurre? C'est du temps pour temps. Donc, en fonction donc, des quantités que tu veux mettre, ben, si tu as envie de mettre 100 grammes, tu en mets 100 grammes, mais tu vas mettre 100 grammes de beurre, donc 100 grammes de sucre, 100 grammes d'amandes et 100 grammes donc, de farine. Maintenant, des amandes que nous avons, bien sûr, déjà préalablement blanchies. C'est de l'amande qui n'est pas salée. Voilà, exactement, on a enlevé la peau. Qui est nature, quoi, en fait, tout simplement. Exactement. Ok. La même quantité. En fait, je vais me demander quand est-ce qu'il va me rajouter quelque chose qui va me permettre que ce soit un peu moins difficile. Eh bien, c'est le Parce contraire. que là, j'ai l'impression de faire du mortier, vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça. Disons que tu n'as pas encore le geste qui fait que... C'est ça? C'est ça, c'est tout simplement ça. Donc, sucre, farine, amande et le beurre. Exactement.
Cet appareil-là, une fois fini, on va le passer au frigo. 20 petites minutes. 20 minutes, faut qu'il prenne. Il faut qu'il prenne. Et on va l'étaler au rouleau. Résultat. Là, il Qu'est-ce nous qu'on reste- fait? Là, au four. 175 Donc ça, c'est degrés. ton biscuit en fait. C'est le biscuit du tiramisu. C'est le biscuit, tout simplement. Donc ça part au frigo. Au frigo. Au four. 175 degrés, 7 minutes. Quand c'est blond, on le Quand ressort. c'est blanc, on le sort, tout simplement. Ok. Donc ça va partir au four. Magie, une fois de plus de la télé, sorti du four et concassé en petits dés. Tout simplement. Je peux goûter ou pas? Bien sûr, bien évidemment. Voilà. Ah, c'est très gourmand. Notre biscuit est fait. Il est bon. Seconde opération, on taille un fenouil. Je ne vais pas le faire en entier, mais je vais montrer donc très rapidement. Et on va réaliser des petits cubes Ok. que l'on va faire confire avec, toujours pareil, la même quantité de sucre roux non raffiné. Brunoise de fenouil, Sucre non raffiné. sucre non raffiné, on recouvre à niveau et on met une goutte d'eau. D'accord. Et on obtient ça. Et on obtient ça au bout de un quart d'heure à 20 minutes. On est pas mal. On est Il pas nous mal. manque le côté crémeux, C'est ça. mascarpone C'est du ça. tiramisu version Jean-Luc Rabanel. Alors, temps, Pourtant. pourtant, toujours. Moi, j'aime bien les recettes comme ça parce que vous savez quoi? On ne va pas se compliquer la vie. C'est simple. Mascarpone, crème fraîche, Et tu vas mélanger. et on va mélanger. Et on mélange jusqu'à l'obtention d'un beau mélange homogène. Donc là, qu'est-ce que tu vas rajouter? Classique, hein. Ça, c'est toujours très bon. Ça, La vanille. on risque rien, c'est un dessert surtout, donc vous hein, risquez rien, vous risquez juste de vous faire plaisir. gourmand. Moi, ça marche. Le but du jeu n'est pas qu'il y ait une, Faut pas en mettre de une trop, note ça. principale. C'est vraiment donc pour souligner. On continue. Qu'est-ce que tu nous rajoutes là? L'assaisonnement avec un petit peu de sirop d'orgeat. Tu vas rajouter un petit côté amande. Exactement. Une astuce, puisque cette mousse, ça va devenir une mousse, et pour que ce soit une mousse, on va dire, parfaitement onctueuse, mousseuse et délicate, on va y rajouter un ingrédient. Un œuf ou un blanc d'œuf? En fonction du goût, et ça, c'est toi qui vas le décider. Le jaune d'œuf va t'amener un peu plus de rondeur, voire à la limite un peu plus de gras, et le blanc d'œuf, au contraire, va t'amener de la légèreté. Donc c'est toi qui vas décider ce que tu veux mettre. L'un, l'autre ou les deux. Je sais pas, t'en penses quoi? Moi, j'aurais été partisan de mettre que le blanc. On a un petit peu de beurre avec le biscuit, on a la crème, on a Exactement. le mascarpone. Le mélange est désormais prêt et rejoint le siphon qui apportera à la crème toute son onctuosité. Quant à la partie fruitée de la recette, Jean-Luc s'occupe des framboises qu'il coupe en 6, de même que les olives. Tout est prêt maintenant pour le dressage. Alors, je commence le premier montage. 6. On va dire 3, 4, 5, 6. Ça te va, mon compte? C'est bien, peu c'est un comme joli je- hein tempo, vous savez, on a l'impression qu'on bat la mesure. Jean-Luc s'attaque maintenant au deuxième niveau. Crème, croûtons de crumble, framboises, olives et huile d'olive rejoignent le dessert. Ça, c'est que de la gourmandise, c'est que du bonheur. Un bonheur qui se poursuit, quelques framboises supplémentaires et du fenouil confit. C'est l'heure de l'ultime niveau, similaire aux deux autres, et le dessert est terminé. On va se mettre un petit peu de volume. Ce sont des jeunes pousses donc de réglisse. Tu es pas mal là ou quoi? Là, on est bien là. Ah, tu es bien? Magnifique. Bon, Jean-Luc, alors les ingrédients, simplissime. Le petit biscuit crumble, hein. Donc temps pour temps, chaque fois 50 grammes ou 100 grammes, c'est vous qui Exactement. choisissez. Farine, sucre, amande et beurre. Et beurre, pommade. 4. Ensuite, on a fait l'appareil dans le siphon. Mascarpone. Mascarpone, crème, temps pour temps. Exactement. L'assaisonnement qu'on a défini ensemble. Vanille. Et un petit peu de sirop d'orgeat. Pour l'émulsion, un blanc d'œuf. Et ensuite, donc, quelques fruits. Framboise, amande, Framboise, amande. fenouil confit, olive confite Olive confite. et sucre avec les zestes Voilà. Ça, c'est- d'agrumes. Voilà, ça c'est la petite note, on va dire, du plus. Bon, on le goûte? Ah ben tiens. Parce qu'il y a quand même des amis à côté qui nous attendent, mais qu'est-ce qu'on fait? On leur ramène? Eh ben oui, parce qu'on a mission quand même, ils nous attendent, je crois. Hein. Ouais, on les Allez, on va les amener. Sinon, on l'aurait bien mangé, quoi. Ouais. On va le partager. Et pour le partager, direction le bistrot d'à côté, c'est son nom, où nous attendent une partie de l'équipe de Jean-Luc ainsi que Cécile, spécialiste du patrimoine arlésien. Honneur à ces dames. Allez-y, dites-nous ce que vous en pensez. Hein. En fait, c'est toujours l'impression, vous savez, qu'on les chefs, parce qu'à chaque fois qu'on envoie un plat, C'est ça. à chaque fois, t'es jugé
Alors Cécile, non mais c'est vraiment bon. Hein. C'est vraiment bon. Nadia, chef pâtissière, donc là c'est super pression là. Là c'est... En plus elle vérifie. Bon Nadia ça suffit. Hein. Visuellement, Nadia, c'est quand même... On peut valider. Allez Mélanie, mission accomplie quoi. Mélanie. Attends, c'est la troisième. Bon, messieurs, si ces dames ont validé, Mélanie, 3 femmes qui valident, bien. donc on peut dire que c'est bon. C'est Allez, envoyé. à l'attaque. Alors Arles, on est venu ici parce qu'il y a bien sûr le côté antique. Arles, c'est vraiment une ville qui a vécu au fil des époques. Bien sûr. Et il y a notamment toute la période du Moyen-Âge qui est très riche aussi en vestiges architecturaux. Bien sûr. Alors Arles est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1981 pour son patrimoine romain et roman, donc de la période médiévale. Et ce qui est intéressant à Arles, c'est que les monuments antiques qui ont été fondés au 1er siècle avant et après Jésus-Christ ont toujours marqué l'évolution de la ville, de son urbanisme. Et c'est pour ça aussi que c'est important et que ça se retrouve à la période médiévale et encore aujourd'hui. Alors je crois même que dans ta rue, là, où tu as ton restaurant, ton bistrot, c'est une ancienne église. Oui, tout à fait. Rue des Carmes. Rue des Carmes, parce qu'on est dans l'ancien couvent des Grands Carmes. Donc la rue, c'était la nef. La rue, c'était la nef de l'église. Et dans les maisons, sur chaque côté, on retrouve des traces, des chapelles. Donc là, ici, on était peut-être dans une chapelle. C'est possible, il faudrait regarder au-dessus du plafond si on retrouve des Ça s'est voûtes. arrêté donc à 10 mètres. Donc là où tu as fait donc, tes essais, tes prodigieux essais donc, de pâtisserie. C'est bon. Voilà, t'étais au centre. Donc, est-ce que c'est validé les garçons? Oui, chef. Allez. Non, mais il est très sympa d'habitude. Hein. Rassurez-vous, mais ils attaquent là, par contre. Il y a une technique, parce que moi j'aurais faire pareil avec les miens, mais ça marche pas. Merci. On a passé un moment délicieux dans toutes ces Alpilles, dans les Baux-de-Provence, à Saint-Rémy-de-Provence. La région est magnifique. Vous avez vraiment un pied de cocaïne, parce qu'au niveau des produits, il n'y a qu'à se pencher pour ramasser. Il y a absolument tout, des produits fantastiques. Les gens sont aussi fantastiques et la cuisine, top. Merci encore, merci. Mesdemoiselles. Cécile, merci. Jean-Luc, un grand merci à toi et à tous nos chefs de cette belle émission. À la prochaine aventure. À la prochaine aventure et à très vite pour un nouvel épisode d'Avant Région. Ciao, ciao. Santé. Santé. Messieurs, santé aussi à vous. Hein.